Les Burundais sont massivement sortis dans tout le pays pour voter oui ou non au référendum constitutionnel initié par le président. Objectif affiché, aboutir à une vaste révision constitutionnelle qui pourrait permettre à Pierre Nkurunziza de rester en fonction, tenez-vous bien, jusqu'en 2034. Celui dont la candidature à un autre mandat a déclenché un conflit dans tout le pays il y a 3 ans a glissé son bulletin dans l'urne, dans son fief, vêtu de son habituel jogging et défendu le droit des Burundais de voter et saluer l'engouement de la population venue participer en masse à ce référendum. Mais à en croire Agathon Rwasa, il y a des intimidations de toutes sortes et même des gens qui vont au bureau de vote et qui forcent d'autres gens à voter contre leur propre gré. Des Imbonerakure, la Ligue de jeunesse du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, a fait ouvertement campagne pour le oui et forcer les gens à voter de la sorte, selon des journalistes. Et le chef de file de l'opposition parle même d'assassinat sur certains de ces militants. Le règne de la terreur est-il effectivement instauré au Burundi? L'accord d'Arusha, trêve de la guerre civile qui fit plus de 300 000 morts entre 1993 et 2006, ne mérite-t-il pas aujourd'hui que le peuple se prononce sur sa nécessité? Le système de partage du pouvoir entre les deux principales ethnies, Hutu et Tutsi, est-il toujours utile aujourd'hui? Enfin, la volonté affichée de maintenir tout au plus à 2 le nombre de mandats au Burundi est-elle toujours d'actualité? Burundi, référendum constitutionnel, volonté populaire ou requiem de l'accord de paix d'Arusha, c'est le thème retenu pour votre émission Angle de vue. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Place au débat, ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau, pour en parler, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Face à vous, Patrick Amompouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Lamine Cissé, le vote s'est déroulé dans le calme. N'est-ce pas déjà quelque chose à saluer? Oui, dans le calme apparent. Vu tout ce qui a été dit, nous restons et constatons. D'autant plus que depuis la préparation de ce référendum jusqu'à la réalisation aujourd'hui matérielle de ce référendum, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Reste à les vérifier. Si le peuple est malmené, si, n'est-ce pas, c'est une constitution qui va jusqu'en 2034 pour un chef d'État, c'est inédit. C'est inédit, cette analyse, on doit faire une analyse inédite également de la situation. Voilà, alors que la population en âge de voter, Patrick Amompouillon est sorti massivement, l'opposition parle du règne de l'intimidation. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez concevoir? Ah oui, le vote est obligatoire au Burundi. Parce que c'est un facteur que vous n'avez pas intégré dans l'analyse. Le vote est obligatoire. C'est-à-dire celui qui ne vote pas peut être mis en prison pour n'avoir pas voté. Et ça, c'est je crois que c'est le seul pays au monde aujourd'hui où le vote est obligatoire. Même en Russie, on trouve des voies et moyens pour camoufler, mais là, c'est obligatoire de voter. Et on menace, on intimide. De toutes les façons, on n'a pas besoin de preuves pour savoir que en Burundi, aujourd'hui, nous avons quitté totalement toutes les règles. Je ne parle même pas des règles démocratiques. Même en Afrique, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que même dans nos royautés, ça ne fonctionnait pas comme ça. C'est-à-dire, on ne choisit pas le roi par force. On ne choisit pas le roi par chose là. Je crois que nous sommes simplement dans une situation où les démocrates africains doivent aller au laboratoire pour inventer un mode de stratégie face à ce type de situation qui se répète de plus en plus dans beaucoup de pays africains où il y a confiscation totale du pouvoir d'État par un individu et vraiment ça fait que il faut réinventer. Parce que vous savez, en Europe, on nous a proposé la démocratie européenne, nous l'avons acceptée. Mais, quelque part, quand on disait que les peuples africains n'étaient pas prêts pour la démocratie, je dis oui, pour cette démocratie européenne qu'on nous a amenée. Parce que ça ne tient pas compte de nos réalités. Nous sommes dans un système de royauté. C'est comme ça qu'on a été cultivé. Et donc, si aujourd'hui, on dit que quelqu'un va prendre le pouvoir, 5 ans après, on va lui arracher le pouvoir, c'est chaque 5 ans, nous avons des difficultés, beaucoup de milliards dépensés, beaucoup de morts,
Et dans tous les pays aujourd'hui en Afrique, c'est des réalités que nous avons chaque 5 ans, chaque élection. Je crois que vraiment, il faut qu'on trouve des voies et moyens pour quitter ce mode de démocratie des autres qui ne s'adapte pas du tout à nos réalités et qu'on trouve quelque chose qui s'adapte à nos réalités. Sinon, franchement, ce qu'on a là, c'est une belle pagaille qu'on peut organiser en Afrique. Alors, Lamine Cissé, je voudrais qu'on parle. Est-ce que c'est possible d'obliger des gens à sortir voter? Je pense qu'il faudrait peut-être y aller avec un peu plus de gains, n'est-ce pas? Je crois que c'est la citoyenneté seulement, la conscience élevée citoyenne qui doit pousser une personne à aller voter. Ce n'est pas par les armes ou par la peur qu'on doit aller voter. Et si on va voter par la peur, on vote pour qui? Déjà, la démocratie est tronquée à ce niveau-là. Je crois que ce que le coach a dit, je suis totalement d'accord avec lui, les analyses sont cohérentes. Et en Afrique, c'est les démocraties. C'est-à-dire qu'il faut inventer les systèmes selon les spécificités. Parce que quand vous voyez le contexte historique du Burundi, vous savez, c'est une monarchie constitutionnelle. Le Burundi a traversé des royaumes, il a traversé des conflits, des guerres, etc. Mais dans la mentalité du Burundi, est-ce qu'on n'est pas en train de tailler les choses selon la mentalité du Burundi? Est-ce que ça ne colle pas avec la spécificité sociale, culturelle du Burundi? Voilà les questionnements qu'il faut se poser. Mais je crois que l'Afrique, les Africains sont des peuples comme les autres peuples. Bien entendu que nous avons hérité de cette démocratie qui est occidentale, mais nous avons des acquis. La démocratie est universelle. Maintenant, la manière de conduire la démocratie, chaque pays, selon son environnement, sa spécificité, sa culture, peut, n'est-ce pas, amener cette démocratie. Mais ce cas, je crois qu'elle n'est pas amenée par le peuple. C'est certaines élites qui veulent imposer une manière de faire la politique au peuple burundais. C'est là où toute l'analyse se trouve. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'un référendum n'est pas opportun au Burundi? Patrick Armand-Pouillon, parce qu'on a vu le président qui a été candidat à un 3e mandat, ce qui a déclenché une crise. Aujourd'hui, il est bien installé, confortablement assis, si je puis me permettre, depuis 3 ans. Est-ce que ce n'était pas quand même essentiel de renouveler un certain nombre de choses, de permettre au pays de repartir sur une nouvelle base, donc une nouvelle constitution? Est-ce que ce n'est pas opportun de soumettre à volonté populaire ce vœu-là de repartir sur une nouvelle base? En fait, méfions-nous de volonté populaire. Vous savez, en Afrique, dès qu'un président respire, rêve, dort la nuit, le lendemain, on dit révision constitutionnelle. Dès qu'un président rêve, mais ce qu'ils avaient comme constitution était très solide. Très solide, permettait au Burundi de rentrer dans le développement, dans le progrès, dans l'avancée, dans tout ça. Ça permettait au Burundi d'être cité comme un pays comme le Ghana, où on allait avoir de très bonnes alternances et tout ça. On était parti sur de très bonnes bases. Maintenant, il a fait son petit jeu en ne comptant pas son premier mandat comme un mandat. Chiche, ça ne remet pas en cause la Constitution. Maintenant, si il veut faire en sorte que ceux qui sont à l'extérieur ne reviennent plus jamais, oui, il faut une nouvelle constitution pour dire ça. S'il veut faire en sorte que ceux qui respirent et qui disent qu'ils ne sont pas avec lui soient châtiés ou renvoyés du pays, oui, il a besoin d'une nouvelle constitution pour ça. S'il a envie de chasser toutes les ONG qui ne sont pas d'accord avec lui, oui, il a besoin. Mais sinon, le peuple burundais n'a pas besoin d'une autre constitution. Moi, je ne sais même pas. Vous voyez, je vais vous dire, on a tendance à faire croire aux gens que le droit est comme les mathématiques. Et que quand on aurait changé cette phrase de telle manière, ça va régler les problèmes. Mais non. Non. Je ne pense. C'est-à-dire, c'est pas ça. Vous pouvez changer les tests n'importe comment. Si les hommes ne changent pas, rien ne changera. Et les tests doivent épouser non pas les aspirations d'une élite, comme l'a dit M. Cissé, mais les aspirations sociologiques du peuple. Et les aspirations sociologiques du pays, c'est qu'ils avaient réussi à avoir un accord qui tient compte de leur réalité et qui permettait d'organiser un certain partage du pouvoir qui mettait tout le monde à l'aise et tout ça. Maintenant, tout ça est déchiqueté et
nous allons en parler tout à l'heure. Quelles sont les solutions possibles pour sortir de là? Sinon, le Burundi est parti pour s'enfoncer de plus en plus. Parce qu'un pays qui est, même les Africains qui sont d'habitude réservés et qui ne parlent pas bout de cette affaire-là, les voisins bout de cette affaire-là, je crois que nous sommes dans un isolement total et l'isolement ne peut pas permettre le développement d'un peuple. Voilà. Lamine Cissé, en quoi le référendum est-il inopportun selon vous? Non, ça pouvait être opportun s'il y avait des changements majeurs qui vont dans le sens de la consolidation de la démocratie. Quel changement, par exemple? Un processus de démocratisation. Donnez des exemples. Ok, par exemple, si on touche, par exemple, parce que le mandat, là c'est pas la question de mandat ou question de durée de mandat, mais question de souveraineté du peuple. Si on touchait la question de souveraineté du peuple, on peut amener des touches qui disent ces touches-là, vraiment, c'est très bien. Ça consolide ce qui est déjà l'accord d'Arusha, etc. Ce qui est déjà là. Mais ça, c'est tout à fait créer un royaume. En fait, c'est mettre la constitution de côté et créer un royaume. Parce que jusqu'en 2034... Ah non, le nouveau texte stipule un septennat renouvelable une fois. Donc, le président est candidat prochainement à un septennat renouvelable une fois. Oui, mais à la veille des 14 ans, on va réviser encore la Constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'assure de rester encore jusqu'à 2034. Oui. Parce qu'il faut même pas... Et en 2033, on va réviser encore la Constitution. C'est une manière de créer une constitution... comment dire, point d'individu. Non, une constitution dictatoriale. Ça arrive. Vous savez, dans nos pays, là, nous avons notre constitution, on fait les élections, les institutions sont là, mais il y a un seul homme qui contrôle toutes les institutions, mais ça c'est la dictature, c'est pas la démocratie. Et pourtant, nous sommes appelés pays démocrates. Et c'est la démocratie dictatoriale. C'est-à-dire qu'on se déguise, on fait de beaux paroles, on laisse les gens parler et on dicte. Mais lui, il a dit, je vais dicter d'une manière flagrante, claire, pour qu'aux yeux de tout le monde, voilà ce que je veux. Mais nous, peut-être que lui, il s'est mis à visage découvert du moins. Mais les autres démocraties, vous savez, en Afrique de l'Ouest, vous pensez que nous, les démocrates francophones, etc., nous sommes plus démocrates que l'autre là? Lui, il a montré. Mais nous, on ne montre pas. Mais ce qu'on fait est pire que ce que lui, il est en train de faire. C'est dommage. Voilà. Alors, aujourd'hui, le président est potentiellement candidat, tout au moins jusqu'en 2034. Qu'est-ce que ça inspire, Patrick Amampouyon? Non, ça inspire qu'il faut d'autres paramètres pour que le Burundi... Bon, soit les Burundais acceptent de vivre ça jusqu'en 2034. Il peut être battu dans les urnes. On a vu des gens... Il n'y a pas d'élection. On a vu des gens tenter de modifier la Constitution. Non, là, il n'y a pas d'élection. On a vu notamment le cas du Sénégal où... Même quand vous parlez de ce qui se passe dans le pays, vous avez dit... il va falloir qu'on vérifie. Si vous dites on va falloir qu'on vérifie, c'est parce que la presse même n'a pas eu accès. Une élection où on interdit aux observateurs de venir, on interdit à la presse de venir. Qui organise. Et dans ces conditions, vous voulez quelle alternance? Vous voulez faire alternance en Russie actuellement? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et moi je dis, même Poutine, on sait qu'au moins Poutine aujourd'hui, son pays est en train d'avoir des gains économiques, des gains sociaux. Qu'est-ce que le Burundi gagne? Moi je dis, je suis prêt pour la dictature. Si cette dictature apporte le développement. Mais nous sommes dans des dictatures qui détruisent les pays. Nous sommes dans des dictatures où l'économie est déchiquetée, la société civile est déchiquetée, il n'y a pas de presse, il n'y a rien. On a bombardé, les amis, on a bombardé la presse. On a bombardé la presse privée. On a disloqué la presse privée. Et nous n'avons rien, on ne sait pas. Personne ne sait ce qui s'est passé dans le pays. Bon, le gouvernement va nous dire ce qui s'est passé. Et c'est passé, l'opposition va dire son son de cloche. Et nous allons prendre ça comme ça. Et puis, non, on ne peut pas le battre. Seulement, il y a un paramètre que tous les dirigeants africains doivent savoir, principalement deux. Les deux paramètres métaphysiques. Il y a Dieu. Il y a Dieu, que les gens pensent que parce qu'il est lent à la colère, il ne peut rien faire. Il y a nos ancêtres qui sont là, qui ne dorment pas. Et ça, les gens oublient ça. Et je sais, Nelson Mandela ne restera pas là à observer un accord il a sacrifié des heures de sommeil, sa santé, pour faire un accord. Et quelqu'un se lève, il déchiquette ça. Je vous assure, il y a un paramètre, ces paramètres-là, que les Africains vont découvrir dans les années à suivre. Parce que c'est ça seulement qui peut nous sauver dans beaucoup de pays africains aujourd'hui. Patrick Amampouyon, le problème que vous posez est à dire que ce n'est pas en soi le nombre de temps au pouvoir
qui règle le problème, c'est plutôt le mode de gestion du pouvoir. Oui, c'est le mode de gestion du pouvoir. Donc ce n'est pas en soi le fait que Pierre Nkurunziza soit candidat jusqu'en 2034 qui est le problème. Ça ne me pose pas de problème, mais est-ce qu'il y a élection? D'abord, tous les opposants sont chassés à l'extérieur. Ensuite, il n'y a aucune transparence. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Parce que même en Russie, on fait coloration, on laisse les opposants. Bon, quand on les suspend ça pour 3 mois. La plupart sont en prison. Oui. Les ténors sont tous en prison. Mais vous savez, regardez aujourd'hui le Burundi, regardez la Russie. Vous ne me direz pas que la Russie est pire que le Burundi aujourd'hui. En Russie, il y a de la presse. Même s'ils sont persécutés, on a au moins d'autres sons de cloche de ce qui se passe dans le pays. On a les images, on a les caméras, on voit. Aujourd'hui, Burundi, personne ne sait. Le pays avance, le pays progresse. Il est en train de perturber les États-Unis. Les États-Unis, on perd du terrain. Il est en train de faire. Il montre à Trump qu'il ne connaît rien en stratégie. Voilà au moins quelque chose. Les Russes sont au moins fiers du fait que la grande Russie est en train d'être construite, même si les autres ne sont pas d'accord. Mais dites-moi, que gagne le Burundi depuis qu'il y a eu ce virage-là de 3e mandat? Qu'est-ce que le Burundi a gagné concrètement? On ne sait pas. Un pays qui compte exclusivement sur l'Union européenne pour asseoir son développement. Je reviens à vous, Lamine Tissé. On a vu l'exemple du Rwandais Paul Kagame qui est aussi assuré de rester candidat jusqu'en 2034. Justement, vous parliez du fait inédit, ce n'est pas autant que ça puisque c'est un pays frontalier, le Rwanda voisin. Donc, ça veut dire que, il y a des exemples à copier. Non, la bastonnade et la réprimande, Paul Kagame, peut-être que son peuple reconnaît en lui un bâtisseur. Vous savez... il y a des exactions aussi qui sont dénoncées au Rwanda. Bon, c'est pas autant exacerbé. Parce que, vous savez, c'est 2 peuples qui ont presque les mêmes histoires. Mais ils n'ont pas les mêmes ethnies, d'ailleurs, Hutu et Tutsi. Oui, mais ils n'ont pas les mêmes processus de démocratisation. Paul Kagame a choisi dès le départ, parce que vous savez, il y a combien de morts au Rwanda. Il a choisi, n'est-ce pas, de mettre tout le monde au travail. Au départ, les gens ont crié. Aujourd'hui, les gens prennent l'exemple. C'est ce qu'on appelle la dictature éclairée. OK? Il y a la Tunisie qui était une dictature éclairée, qui a mis les bases du développement. Il y a le capitaine Rawlings, qui était une dictature éclairée, qui a mis son peuple, c'est-à-dire il est un avant-gardiste. Il a mis son peuple sur le droit du développement. Cela, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais une dictature éclairée a au moins le consensus national. Si le consensus n'est pas total, mais il y a les forces qui se regroupent autour de soi. Parce que, vous savez, le Paul Kagame, quoi qu'on dise, c'est sporadique, ceux qui se lèvent, tout ça là. Mais la grande majorité du peuple, quand vous allez au Rwanda, ils vous disent vraiment, il est en train de travailler, on l'encourage. Je crois que ça, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, ce que coach a dit, c'est extrêmement important. Il faut que nous essayons de voir quel modèle de démocratie nous pouvons adapter à nos réalités spécifiques pour que nous puissions avancer. Sinon, le Burundi, on n'a rien contre ce que Nkurunziza est en train de faire. Mais si, par exemple, il l'a fait avec l'adhésion, n'est-ce pas, des compétences, l'adhésion populaire, et que les gens s'assoient pour dire, comme la conférence nationale du Bénin a été construite, nous voulons faire ça, vous avez fait ça, dans la paix, dans la transparence, et c'est ce qui est la base fondamentale du sursaut, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le résultat du sursaut patriotique béninois. Et aujourd'hui, les institutions sont là, jusqu'à là que, quels que soient les problèmes qui se posent, il n'y a aucun gouvernant béninois qui peut aller jusqu'à un certain niveau. Le peuple va se soulever. Ça, c'est clair et net. Parce que le fondement, ce qui a créé cette fondation-là, a été créé par le peuple béninois et par le consensus national. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, 18 ans après les accords d'Arusha, ne méritent pas qu'on se questionne sur leur fondement, sur des aménagements à faire, notamment? Oui, mais questionnons-nous dans le même cadre, avec les mêmes acteurs, pour avancer. Mais une seule partie ne peut pas se questionner seule. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez voulu faire tout à l'heure la comparaison avec le Rwanda. Mais écoutez, quel Africain aujourd'hui n'a pas envie d'avoir le développement du Rwanda dans son pays? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je dis, si la dictature permet de développer les pays africains, mais chiche, on y va. Mais si
Qu'est-ce que veut le peuple? Le peuple s'en fout de qui est au pouvoir. Il s'en fout de qui a fait 30 ans, qui a fait 20 ans. Ce que le peuple veut là, c'est est-ce que sa vie s'améliore tous les jours? Or, nous sommes en train d'avoir des dictatures qui détruisent l'économie. Nous sommes en train d'avoir des dictatures qui détruisent les fondements du développement du pays. Vous croyez qu'au Rwanda, aujourd'hui, un homme d'affaires va aller mettre son argent là-bas pour développer quoi? C'est pas possible. Voilà de quoi il s'agit. Donc, nous sommes dans... Alors qu'au Rwanda, les investisseurs, ils vont tous les jours. Tous les jours, il y a des investisseurs. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, le président rwandais a décidé de quitter la langue française et de rentrer dans la langue anglaise. Et il l'a fait, il a réussi. Et aujourd'hui, la France supporte son candidat pour être secrétaire général de la francophonie. Les amis, c'est la puissance qui parle. C'est-à-dire, il est respecté. C'est l'audace. Et là, c'est fait, on a les résultats, même s'il y a persécution, comme en Russie. Dites-moi, vous croyez que si Poutine avait permis à cet opposant d'être candidat, il aurait battu Poutine? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir est totalement dans les mains de Poutine, comme c'est totalement dans les mains de Kagame au Rwanda. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut de la dictature du développement. Mais si nous faisons la dictature qui détruit l'économie, un peu comme, c'est pas seulement en Afrique, hein, vous voyez, aux États-Unis, où le président américain est en train de déchiqueter son pays. Vous voyez, avant là, la Russie était considérée comme l'État voyou, qui bloquait les bonnes résolutions pour faire la paix. Aujourd'hui, c'est les Américains qui organisent le désordre. C'est-à-dire, on envoie une ambassade contrairement au droit international, on balance une ambassade à Jérusalem, il y a 50 morts, 70 morts, et on se bombe le torse. Vous voyez, c'est ça. Il faut que nous, le monde entier, comprenne que le bulletin de vote qui est dans ta main là, a le pouvoir de décider si ton pays doit être déchiqueté ou ton pays ne doit pas être déchiqueté. Ça veut dire que nous devons savoir la responsabilité que nous avons quand nous sommes dans l'isoloir. Les Américains ont voté la pagaille, ils supportent la pagaille. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne a voté la pagaille, ils sont en train de supporter la pagaille. Beaucoup de pays africains ont voté la pagaille et ils sont en train de supporter la pagaille. Donc, il est important que nous comprenions. On parle du Burundi aujourd'hui, mais c'est indirectement à chaque citoyen africain, on est en train de parler. Vous avez le pouvoir, lors des élections à venir, de décider que votre pays ne deviendra pas le Burundi, que votre pays ne deviendra pas cette situation-là. Voilà de quoi il s'agit. Parce que quand nous votons pour que quelqu'un devienne président, nous lui donnons tous les pouvoirs selon nos constitutions. Il a tous les pouvoirs en main. Résultat, si la personne est aussi bornée, aussi bizarre que certains, nous allons avoir les résultats que nous allons avoir. Voilà. Non, c'est pour juste vraiment abonder dans son sens. Là, vous prenez la Libye de Kadhafi. On a dit qu'il a fait 40 ans de dictature. Mais dictature éclairée, c'était bon pour son peuple. Il fallait qu'on le tue pour comprendre ce qu'il a fait pour son pays. Saddam Hussein, quand il était là-bas, les gens ne se faisaient pas sauter par la bombe. Hein. Tout le monde était discipliné, organisé. Parce que c'est le peuple, c'est la mentalité du peuple qu'il gérait. Mais aujourd'hui, ils ont détruit l'Irak. Tout le monde est en train de pleurer Saddam Hussein. Voilà, c'est pourquoi, c'est-à-dire que nous ne sommes pas contre, mais nous voulons la manière de faire. Si on veut développer son pays, aller de l'avant. Je dis, il y a des démocraties, les pays qu'on appelle démocratie, qu'on appelle la Banque mondiale, applaudit le Fonds monétaire, ils sont en train d'appauvrir leur population. Ils sont en train de permettre à l'impérialisme de s'installer et de dilapider les ressources de nos pays. Ils sont là. Ils sont pires que des criminels. Amin Cissé, nous allons parler du président Pierre Nkurunziza. On l'a plusieurs fois vu faire référence à Dieu. Son pouvoir est-il divin? Tout pouvoir n'est-il pas divin? Oui, tout pouvoir est divin parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais le pouvoir est divin dans la mesure où, pour que vous puissiez être, n'est-ce pas, au service du peuple. Mais le pouvoir devient satanique quand vous cessez d'être au service du peuple. Je vous donne un exemple. Pharaon, le roi d'Égypte, son pouvoir est divin. Dieu l'a envoyé Moïse pour lui dire d'arrêter ce qu'il fait. Il a soumis des peuples à l'esclavage pendant 3 siècles. Il se croyait le Tout-Puissant. Il s'appelait même le Tout-Puissant. Mais finalement, c'est Dieu qui l'a détruit. Dieu, en donnant le pouvoir, ne vous donne pas le pouvoir pour sacrifier ou mater le peuple. Il vous donne le pouvoir pour gérer le pouvoir, parce que les raisons d'un pouvoir, c'est de gérer le peuple dans la droiture. C'est pas de gérer le peuple dans ce qui est mauvais, dans la souffrance. Non. Donc, vous êtes là, vous êtes un chef en tant que journaliste. Vous avez une portion de pouvoir que
Dieu vous a conféré. Vous êtes en train de faire un travail d'éveil des consciences, un travail qui permet aux populations de comprendre. Mais est-ce que si votre chef vous dicte, vous brime, est-ce que vous pouvez faire votre travail? Non. Donc tout pouvoir est divin, mais tout pouvoir, pour qu'il reste divin, il faut que le pouvoir soit au service des populations. Voilà. Patrick Armand Pouillon, qu'un homme de Dieu ou un pasteur, vu que c'est le cas ici, dirige un État, est-ce quelque chose qu'il faut encourager? Vous savez, homme de Dieu, là, il y a beaucoup qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. Parce que quand vous voyez l'agissement de certains, vous vous demandez s'ils savent même que Dieu existe. Et c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure que Dieu va montrer à beaucoup de personnes en Afrique qu'il existe. Dans les années à venir, dans les mois à venir, vous allez voir que Dieu existe. Mamadou Tandia pensait que le pouvoir que Dieu lui a donné était absolu. Et tout le monde disait, sans lui, il n'y a pas Niger. Mais quand Mamadou Tandia est tombé, vous imaginez un général est au pouvoir, il y a 3 coups d'État en préparation le même jour et le général ne sait pas. Voilà le pouvoir. Ça grise. On perd les réflexes de militaire. 3 coups d'État en préparation. C'est le plus rapide qu'il a fait. Hein. Sinon, il y a 3 en préparation le même jour, dans la même armée, et le président n'est pas au courant. Un militaire. Il faut que les gens comprennent. Le pouvoir est de Dieu. Il te donne quand il veut. Mais l'énergie divine se retire lorsqu'il se rend compte, comme il l'a dit, que tu es en train d'utiliser ça contre son peuple. Il l'a fait pour Pharaon. Il le fera pour chaque dirigeant qui confond le pouvoir de Dieu avec le pouvoir absolu de faire ce qu'on veut avec ce pouvoir. Et beaucoup d'hommes de Dieu ne savent pas que Dieu existe. Je parle dans toutes les religions. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne savent pas que Dieu existe. Il est lent à la colère. Ne veut pas dire qu'il ne se fâche pas. Il est lent à la colère. Mais quand il se fâche, je vous donne des exemples. Non, laissez. Je vous dis, attention à ça, c'est soi-disant homme de Dieu. Mieux, est-ce que homme du diable existe? C'est déjà dans l'expression qu'il y a un problème. Homme de Dieu, et c'est la personne qui s'auto-proclame homme de Dieu. On donne quelques sous dans une église, on devient pasteur. On donne quelques sous dans une église, on devient pasteur. Et on dit on est homme de Dieu. Non, je crois que fondamentalement, homme de Dieu, ça veut dire quelqu'un qui craint Dieu et qui, dans cette décision, se pose toujours la question de savoir est-ce que Dieu serait d'accord avec ce qu'il veut faire. Voilà, je voudrais vraiment abonder dans son sens. Parce que vous savez, les gens, la dimension spirituelle même de l'existence échappe aux gens. Parce que vous savez, le Coran a dit Dieu créa l'homme et lui fut son représentant sur la terre. La Bible a dit Dieu créa l'homme à son image. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne sommes pas des robots sur la terre. Hein? Tout ce que nous devons régler là, Dieu nous a mis, il nous a responsabilisé. Le monde là, comment ça doit fonctionner? S'il y a la faim. Parce qu'en fait, je dis, c'est un monde de dualité. Dieu, c'est lui, il ne se trompe pas. Il a créé la pauvreté, il a mis la richesse à côté. Il dit, nous devons travailler pour créer l'équilibre dans ce monde-là. Il a dit la justice et l'injustice. Nous devons créer l'équilibre dans ce monde-là pour que ce monde-là soit un monde paradisiaque. Ça, Dieu ne descendra pas pour faire ça à notre place, c'est nous-mêmes. Donc, il faut que les hommes arrêtent d'être des fanatiques religieux. Le fanatisme religieux, c'est de dire, même ce que toi, tu dois faire, tu dis c'est Dieu qui doit faire. Tu croises les bras. Non. Nous devons être des hommes d'action pour transformer ce monde-là. Donc, s'il y a un président mauvais qui nous gouverne, chaque citoyen a le droit de se lever et dire non. Le fait de dire non, c'est une adoration de Dieu. Parce qu'en disant non, vous êtes en train de dire non contre la malnutrition. Vous êtes en train de dire non contre la pauvreté, parce qu'on ne peut pas l'éradiquer. Puisque c'est un décret divin, la pauvreté doit exister. Vous êtes en train de dire non contre le sous-emploi. Vous êtes en train de dire oui pour que le monde, la vie soit, le courant soit moins cher, les denrées alimentaires soient moins chères, pour que le transport soit à la portée, pour que chacun ait un habitat, etc., etc. Donc, l'action individuelle, d'une façon collective, c'est ce qui va changer. Dieu ne viendra pas faire ça à notre place. Cessons d'être des fanatiques. Lui, s'il est un homme de Dieu, il est un homme de Dieu qui est venu peut-être pour régler et mettre le peuple, amener le peuple vers le bonheur. Mais si c'est un homme de Dieu qui pense que lui, il doit opprimer le peuple, alors que lui-même, il n'est pas opprimé par Dieu, il est en train de tuer, Dieu ne l'a pas tué, et se croit homme de Dieu, je crois qu'il est plutôt un homme satanique. C'est ça, il faut faire attention.
Il faut faire attention. L'être humain est au-dessus de tout, toute création. Donc Dieu nous a responsabilisés et nous sommes des êtres divins. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, Patrick Armand-Pouillon, est-ce qu'aujourd'hui, on sait que la foi fonctionne souvent par dogme, on y croit ou on n'y croit pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique, c'est un risque que des hommes qui se proclament hommes de foi ou hommes de Dieu viennent en politique ou fassent la politique? Non, si vous voyez la définition de la politique que M. Lamine a l'habitude de donner ici, si nous rentrons dans cette définition, c'est les hommes religieux qui doivent faire la politique. Maintenant, si nous rentrons dans ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, c'est un milieu qu'on ne doit pas y aller du tout quand on est homme religieux. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez au Burkina, lorsque le coup d'État a eu, non pas le coup d'État, l'insurrection a eu lieu, le Borodaba a demandé à tous les religieux, à tous les chefs traditionnels de n'accepter aucun poste. Parce qu'il dit, quand la transition va déraper, ce serait à nous de mettre de l'ordre. Ça a sauvé le Burkina. Parce que si les hommes religieux, les hommes de la tradition, les responsables moraux de ce pays avaient été rentrés dans cette transition dont vous connaissez ce que c'est devenu par la suite, vous voyez que le Burkina était foutu. Mais le fait d'avoir mis tout cela hors de cette mamaille politique, ça a permis que eux, ils assurent maintenant la stabilité du pays. Je crois que nous devons penser à la chose de cette façon, que les hommes religieux, les hommes moraux, que la société civile soit vraiment société civile et que la société civile ne soit pas politique le matin, société civile l'après-midi. Vraiment, il faut éviter de mélanger les deux. Mais je voudrais dire, toujours pour faire de la pédagogie, vous voyez, à 11h, Lissouba était tout puissant président, refusant de négocier. À midi, il est parti, malgré qu'il était dans son droit. Mobutu était président tout puissant. Une heure de temps après, il est obligé de fuir. Kabila l'a fait chasser, a fait son malin. C'était le grand Kabila. C'est une balle dans sa tête qui l'a fait disparaître de ce monde. Vous prenez Dadis Camara, qui faisait Dadis Show tous les soirs. C'est lui le président du tribunal, c'est lui le procureur, c'est lui tout. Il est aujourd'hui en train de se chercher au Burkina. Voilà de quoi il s'agit. On ne dit pas ça contre les dirigeants. On est en train de leur dire, nous souhaitons pour vous tous une fin heureuse, comme beaucoup de présidents, anciens présidents de leur pays aujourd'hui, qui mènent une très bonne vie. Je veux que les gens soient comme Moussa Traoré du Mali, qui a créé une fondation aujourd'hui, qui est là, heureux, qui apporte beaucoup au pays, qui passe où il passe, tout le monde court pour le saluer. Je veux que ce soit le cas de ces gens-là. Mais évitons ces sorts à nos dirigeants en leur disant, Dieu est capable de siffler la fin de la récréation. Exactement. Et au-delà de Dieu, nos ancêtres peuvent le faire. Non, je voudrais ajouter que l'homme politique doit avoir la crainte de Dieu. Parce que quand tu viens en politique, tu dis aux populations, je vais vous amener la nourriture, je vais changer votre condition de vie. Ils ne viennent pas pour dire nous allons. Ils disent je vais. Alors, je crois que ça, ce n'était pas des promesses électorales, c'est des engagements. Parce que vous avez acquis la confiance du peuple qui a voté pour vous. Quand vous asseyez au trône, là, vous devez savoir que ce pouvoir-là, l'avion présidentiel, les ressources qu'on vous a remis, etc., ça ne vous appartient pas, c'est pour ce peuple-là. Et si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous allez instrumentaliser d'abord la justice. Vous allez diviser le pays. Vous allez montrer que vous êtes l'homme le plus fort. Vous allez penser même que vous avez le droit de vie et de mort sur vos sujets. C'est pourquoi la crainte de Dieu, elle est importante. Parce que la personne qui croit en Dieu respecte l'être humain, aime l'être humain. Si tu as toute personne qui fait souffrir l'autre, il n'a pas la crainte de Dieu. Parce que l'autre, c'est toi, en fait. Ou qui se réjouit de la souffrance de l'autre. Parce qu'en fait, quel est le père de famille qui va se réjouir du fait que mes enfants ont faim, ils ont des problèmes? Tout père de famille, c'est un exemple. Tout père de famille se bat pour que la famille soit... Mais c'est ça, c'est ce qui doit se transmettre dans la société, dans le pouvoir. Parce que le pouvoir ne t'appartient pas. On vous a voté 51%, si c'est grand, c'est 60% des populations. Et ces 60% des populations ne font même pas les 1/10 des populations. Alors, vous vous asseyez par cette démocratie conventionnelle et vous pensez que les personnes vous appartiennent. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes l'homme le plus fort, vous avez le droit de... Non. Je crois que là, c'est de méconnaître la divinité. C'est de méconnaître le rôle individuel de chaque âme. Chaque âme est important et chaque âme est sacrée.
Si le politicien n'a pas pris cela en compte, quand même, il gouverne avec le diable. Parce que le diable, sur tout ce qui est contraire à Dieu, là, c'est le diable. Patrick Ampouyon, aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de faire le lit à un nouveau conflit au Burundi? On est déjà dans le conflit, c'est même pas le lit, on est déjà dans le conflit. Vous savez, l'armée, dans aucun pays, l'armée ne peut être homogène. Et lorsqu'on commence par toucher à des généraux, lorsqu'on a autant de généraux, autant de choses là à l'extérieur, il n'y a rien à faire, il y a des choses en préparation au niveau de l'armée. Maintenant, tout ce que moi je peux faire comme prière, c'est que si ça doit arriver, en 24 heures, 48 heures, quand les militaires qui doivent se tuent et qu'on ait la paix. Que ça ne dure pas, qu'on ne parle pas de guerre civile. Ça, c'est ce qu'on peut souhaiter à nos pays. Parce que quand les gens font leur pagaille au sommet de l'État, il faut que quand la pagaille veut s'arrêter, ce soit les pagailleurs seulement qui soient tués. Et que ça se passe très vite. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à ce pays-là. Sinon, franchement, je vous dis, il n'y a rien à faire. Ça finira par arriver. Ça finira par carburer. C'est grave. Parce que ce monsieur-là, dans sa tête, quand il croit que lui, il a été envoyé par Dieu, c'est d'abord du fanatisme et c'est l'obscurantisme dans la religion. C'est extrêmement dangereux. C'est dangereux, c'est pourquoi à un pan, Marx disait la religion est l'opium du peuple. C'est ce côté dégradant de la religion que les gens utilisent. Franchement, la Burundi est dans la spirale. Et je crois que les institutions africaines et internationales ne sont pas écoutées au Burundi. Sinon, l'Union africaine est là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est impuissant devant une situation qui est dramatique, franchement. Et qu'est-ce que vous auriez souhaité que, par exemple, ces organisations que vous avez souvent défendues sur nos plateaux fassent? Est-ce qu'on aurait dû faire recours à la force? Est-ce que c'était possible, pourquoi pas, d'intervenir militairement? Vous savez, la CEDEAO est en avant. C'est un modèle en Afrique. La CEDEAO, il y a la force d'interposition. Et la CEDEAO a voté des lois qui prônent la bonne gouvernance et la démocratie. Quand vous allez à l'encontre de ça, la CEDEAO tape sur la table et s'élève contre ce pays-là. Nous avons vu les embargos qu'ils ont mis dans les pays pour les amener à l'ordre. Notamment en Guinée-Bissau. Voilà, certainement, au niveau continental, nous ne sommes pas arrivés encore à cela. Ils sont au stade de la négociation. Et c'est ça la faiblesse de cette institution continentale. Il doit avoir force d'imposition, comme les autres pays se donnent des forces d'imposition dans nos pays. Vous vous imaginez, sans passer par les Nations Unies, ou bien en passant par les Nations Unies, la France est venue bombarder la Libye, par résolution. Mais sans être d'accord avec l'Union africaine. L'Union africaine n'a même pas été consultée. Ils sont venus bombarder. Alors notre continent maintenant, l'Union africaine couvre quoi finalement? Il faut que nous allons dans les textes des institutions et donner assez de crédit et de possibilités n'est-ce pas, à l'Union africaine, à notre institution, de pouvoir agir sur le terrain. Patrick Ampouyon, vous n'êtes pas forcément pour les médiations africaines. Est-ce qu'aujourd'hui, la médiation peut résoudre le problème burundais? Non. Ni médiation, ni intervention. Ni médiation, ni intervention. Je crois qu'il faut éteindre toutes les lumières sur le Burundi. Il faut suspendre le Burundi de l'Union africaine. Il faut les sortir de toutes ces institutions. Ils n'ont qu'à faire leur connerie pendant le nombre d'années. S'ils veulent jusqu'en 1934, ils n'ont qu'à faire. Et en 1934... C'est le peuple burundais qui meurt. Non, vous savez, je vais vous dire. Souvent, on passe tout le temps à défendre un peuple qui ne prend pas ses responsabilités. Je vais vous dire, moi j'ai suivi un film américain, Commander in Chief. Qu'est-ce que la présidente américaine a fait pour régler le problème d'un dictateur? Le peuple mange de l'opium. C'est-à-dire que c'est ça qu'on produit, c'est ça qui les fait manger. Alors la présidente américaine fait une déclaration. Si ce président-là est toujours là dans une semaine, je vais détruire 30% de tout ce que vous avez, 25% de tout ce que vous avez comme réserve de cocaïne. Si dans une semaine, il est encore là, je détruis encore les autres 25%. Et ainsi de suite. Et dans un mois, j'ai terminé avec votre cocaïne. Le peuple s'est levé, le dictateur a été relevé de ses fonctions. C'est de ça il s'agit. Il faut dire au peuple rwandais, si vous êtes incapable de prendre...
burundais, si vous êtes incapable de prendre votre responsabilité, plus d'aide, plus de nourriture, plus rien. Vous allez voir que le peuple burundais est capable de prendre ses responsabilités. Il faut qu'on cesse d'entretenir un peuple amorphe qui se laisse dominer. Non, si le peuple burundais se lève aujourd'hui, là, il n'y aura rien en face. Ce n'est pas un appel à l'insurrection que vous faites sur ce plateau. Je ne pense pas. Non, c'est-à-dire qu'il est exaspéré. Je comprends son patriotisme africain. Il est offusqué par ce qui se passe. Mais c'est un homme de paix que je connais. Mais ce que je voudrais tout simplement dire, et que vous avez vu le pays à côté, le Rwanda, il a fermé plusieurs milliers d'églises. Et puis certaines mosquées, et des mosquées aussi. Parce que moi, je suis musulman, mais je n'accepte pas qu'une mosquée qui instrumentalise les mentalités, qui appellent au djihadisme, qui appellent aux gens qui vont se tuer pour inutilement, de créer des criminels en puissance. Moi, je ne serais pas d'accord que ces genres de mosquées existent. Évidemment, il faut distiller, voir quelles sont les informations réelles qui passent. Parce que toutes les religions ont les bonnes informations. Mais c'est les gens qui transforment les informations pour instrumentaliser les populations. Voilà. Donc, c'est extrêmement important. Donc, le président, là, lui, il est dans la logique du fanatisme religieux. Est-ce que selon vous, Pierre Nkurunziza est conscient que plusieurs voix très importantes ne sont pas d'avis avec ce qu'il entend faire ou ce qu'il entend imposer au peuple burundais? Le Burundi est un cas exceptionnel où l'Union africaine ne porte pas des gants pour dire on n'est pas d'accord. Ils ont même tenté d'envoyer une force d'interposition. Il a dit, le cas venir, il va tirer sur eux. Donc, c'est pour dire que, vous savez, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il n'y a pas deux, il n'y a pas copie dans un pays au monde. Il n'y en a pas. Même le Venezuela n'est pas ça. Parce que le Venezuela, il y a au moins la presse qui nous relaie ce qui se passe là-bas. Nous sommes dans un pays enfermé. Et vous êtes en train de nourrir un pays où vous ne savez même pas si les aides que vous amenez, même si la population a ça, si ce n'est pas les militaires qui se partagent ça, tout ça là. Non, vraiment. Moi, je crois que en Afrique, là, il faut que les Africains comprennent une chose. C'est seulement le peuple qui a le pouvoir de Dieu. Alors, si le peuple confie ça à quelqu'un et que la personne les martyrise et il croise les bras, il ne dit rien. Moi, quand vous parlez d'insurrection là, si le peuple se lève, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas ceci, il se lève pour faire tomber ce dictateur. C'est quoi? C'est le peuple, c'est lui qui a le pouvoir. Il y a vote dans l'une, il y a vote dans l'une que les Européens ont mené, mais il y a vote aussi du peuple qui se lève. Ça aussi, c'est la démocratie africaine. Bref, il faut que nous comprenions que... C'est-à-dire, parce que je vais vous dire, tant que nous ne parlons pas ces langages, les dirigeants font l'erreur d'aller se jeter dans la gueule du loup, d'aller se mettre dans des difficultés. Nous ne le disons pas pour qu'ils perdent le pouvoir, nous le disons pour qu'ils ne sortent pas l'euro. Il faut que le président rwandais sache une chose. Parce que comme il a dit, vous voyez, d'habitude quand je viens, je parle pour que les dirigeants prennent des décisions. Mais pour le Burundi, là, je vous assure, un fanatique comme ça, là, ne comptez pas sur une décision. De toutes les façons, moi, là, même si je me dis médiateur, là, j'ai rentré même pas dans ces pays-là à vous dire que je vais faire une médiation de quoi que ce soit. Un pays où tu rentres, tu ne sais pas si tu vas sortir. Non, moi, franchement, il faut que nous comprenions, nous, dirigeants africains, que nous avons un pouvoir de Dieu qui est confié au peuple, qui nous a confié ça. Barack Obama a l'habitude de dire une phrase. Il dit, le peuple qui nous a recrutés pour un mandat de tel temps n'acceptera pas que nous fassions certaines choses. Absolument. Ils ont été recrutés, ils sont des employés du peuple, ils sont salariés par le peuple, c'est des employés du peuple. Il faut qu'ils comprennent ça et qu'il faut agir en conséquence. Voilà, piste de solution, Lamine Sissi. Non, la solution au Burundi, vraiment, c'est difficile, hein, parce que la solution contre le fanatisme religieux, il paraît que sa femme est pasteur, je crois. Hein. Lui-même est pasteur. Ah, voilà. Maintenant, si vous pensez que tout ne vient, c'est Dieu qui va vous mettre là. Et le chemin qu'il vous a tracé, ça veut dire que ce n'est pas palpable les fondements sur lesquels il s'appuie. Et c'est extrêmement difficile. Et je pense qu'on ne peut pas opprimer le peuple tout le temps. Le Burundi est un grand pays qui a traversé des situations très difficiles. Hein. Tout à fait. Et le Burundi se mettra debout. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde assez ouvert. Il n'y a pas de frontières par la technologie. Hein? Les gens sont éveillés, les consciences sont en train d'être éveillées. On ne peut pas opprimer le peuple tout le temps. Peut-être que c'est une étape qui va aboutir aux résolutions définitives du problème burundais. Je pense. Parce que vraiment, ils sont arrivés à un niveau où il faut redescendre.
Et je pense qu'ils vont redescendre. Patrick Aman-Pouillon. Vous savez, humilité, en anglais, si vous traduisez, ça veut dire retour sur terre. Je crois que le président burundais a besoin de retourner sur terre. Et la communauté internationale doit l'aider à retourner sur terre beaucoup plus tôt. Il faut couper tous les robinets. Il faut couper tous les robinets. Un COPEC ne doit pas rentrer dans ce pays. Je crois que la solution est à ce niveau. Parce que quand on va faire ça, on dit le peuple est déjà en train de souffrir. Ils sont déjà en train d'être assassinés. C'est un pays pauvre. Déjà. Patrick Aman-Pouillon, Oui. il y a des pays qui sont d'accord avec la politique que mène le président Pierre Nkurunziza, notamment la Chine, qui est devenue pratiquement le premier partenaire aujourd'hui du Burundi et qui permet au président Nkurunziza de réaliser de très grandes infrastructures et d'asseoir sa politique. Oui, qu'on laisse la Chine seule traiter avec eux. Non, mais je vous assure, parce que les Chinois, oui, eux, c'est leur affaire, c'est leur marché, c'est ceux-là, ils s'en foutent qui est démocratie ou pas. Bon, tout ça là, oui, mais je dis, il faut que... En tout cas, je crois que si nous prenons le cas du Rwanda, de toutes les façons, comme je voulais du Burundi, pourquoi je ne sais pas pourquoi il dit Rwanda, sinon c'est un modèle de démocratie, un modèle de développement que j'aime bien. Bref, Dieu n'a pas dit son dernier mot au Burundi, nos ancêtres n'ont pas dit leur dernier mot au Burundi. Voilà, vous êtes Patrick Aman-Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Lamine Cissé, expert et écrivain, expert en communication politique. Bien évidemment, Burundi, référendum constitutionnel. Volonté populaire ou requiem de l'accord de paix d'Arusha, c'était la question trame. Merci de nous avoir suivis, merci de rester fidèle à SICA, merci de rester fidèle à Angle de Vue. À très bientôt sur nos antennes.